Bon, il faut revenir à la genèse de tout ce processus. C'est-à-dire que lorsque je suis admis au bac en 1917, je voulais aller faire des études militaires. Il y a eu une recette parce que j'avais été subjugué par les grands officiers comme les Jim Nyombe, les Yomi Opango, les Sassou Nguesso, et je disais, il fallait que je ressemble à ces gens-là. Il se fait que mon frère, le Dr Ossibou Dounian, qui était à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale, était au courant de ce projet et il m'a fait venir chez lui à la maison. Il m'a dit, il n'est pas question que tu vas faire un médecine, tu vas faire à l'armée, et que tu vas plutôt à l'armée, mais tu dois faire l'étude de médecine. Séance tenante, il a appelé son ami, le professeur Bouramoué, je suis là à la maison, il m'a dit, écoute Christophe, j'ai un fiston ici, il est jeune, je souhaite que tu l'inscrives en médecine à l'INSA, qui est de la fac de médecine d'aujourd'hui. Et il m'avait rassuré en me disant, mais la première année de médecine, tu la feras ici, et les autres années, tu iras les passer en France. Mais quel est le jeune à cette époque-là qui n'était pas subjugué par l'idée d'aller en France? Donc j'ai accepté. Malheureusement pour moi, ce fut encore mon sang. Et puis quand je suis arrivé à l'INSA, il y a tout ce qu'il y avait dit la deuxième année de médecine et la troisième année de médecine. Bon, ça m'a permis de continuer à faire l'étude de médecine. Et quand j'arrive en 5e année de médecine, je fais la connaissance d'un jeune enseignant qui vient de rentrer, le professeur Charles Gomé Malava. Brillant monsieur, éloquence avérée, caractère magnifique, le tout doublé d'un grand charisme. Et j'étais subjugué par sa prestance, la manière de présenter les problèmes de la cancérologie et par l'empathie qu'il avait cultivée pour ces malades. J'ai dit, bon voilà, au lieu d'aller faire ce que tout le monde fait là, je vais aller faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Et comme j'étais lauréat de la faculté de médecine donc de l'INSA à l'époque, j'ai bénéficié d'une bourse de l'OMS qui m'a permis d'aller faire mes études en Belgique, où je suis resté 14 ans. Alors, lorsque je commence la cancérologie, je suis le seul assistant de M. Gomé Malava. Il n'y a personne. Ça n'intéressait personne d'aller faire la cancérologie parce que cancer était rimé avec mort. Donc, personne ne voulait faire la cancérologie. Donc, j'ai dû faire beaucoup de promotion pour que certains collègues viennent à la cancérologie. Mais entre-temps, après la guerre de 1917, nous avons mis en place à Brazzaville le diplôme d'études spécialisées de cancérologie. Ça nous a permis de drainer beaucoup de jeunes médecins de presque toute l'Afrique noire pour venir faire la cancérologie. Donc aujourd'hui, le musée de la cancérologie a beaucoup changé, mais ça continue à progresser, ça va encore changer davantage. Alors, il y a d'abord les défis en termes de ressources humaines. Je crois que nous sommes sur le bon chemin. Moi, j'ai cédé la place à des collègues que je lui ai formés et qui vont continuer à faire la promotion de la cancérologie. Mais il faut avoir des hommes. La cancérologie ne doit pas se limiter à Brazzaville. Aujourd'hui, Dieu merci, on a la chance de la faire à Pointe-Noire. Il faut l'amener à Dolisie, l'amener à Infondo, l'amener à Gamboma, l'amener partout au Congo. Et que nous ayons des cancérologues partout au Congo pour qu'on prenne à temps les malades en charge. Donc ça, c'est le défi en termes de ressources humaines. Et puis, il y a le défi logistique. Il n'est pas normal que nous soyons les premiers avec la cancérologie en Afrique noire et que nous n'ayons aucun institut de cancérologie. C'est pas normal. Ça, c'est du ressort du politique. C'est une question de vision de volonté politique. Le jour où les gens le voudront, nous l'aurons. Tant que vous n'avez pas cet outil-là, vous ne pouvez pas faire la cancérologie moderne. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'intelligence artificielle, du big data et des innovations technologiques. Le cancer qu'on soignait hier n'est plus le même qu'on soigne aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons de mieux en mieux la biologie cellulaire, nous connaissons de mieux en mieux la biologie des cancers, nous savons qu'on peut réparer les cellules abîmées, on peut réparer les gènes. Donc, il y a des outils nouveaux qui sont apparus que nous n'avons pas. Aujourd'hui, il n'est pas normal de soigner un cancer si on n'a pas le profilage moléculaire de la tumeur. Et ça, on le fait pas dans la ville. Et pourtant, ce sont des choses élémentaires. Ça se fait à travers notre pays depuis des années.
j'en parle depuis 20 ans. Dieu se le sait si je suis écouté. Non, elle n'est pas suffisante. Je crois qu'il faut continuer. C'est votre rôle. C'est à la fois notre rôle à nous, le rôle des politiques et le rôle des médias. Il faut que vous créez des plateformes où les gens peuvent venir échanger. Vous voyez, il est très difficile d'avoir par de soit un patient porteur d'un cancer et qui au demeurant n'a pas d'argent et qui va mourir parce qu'il n'a pas été soigné. Ça, c'est pas acceptable. Au XXIe siècle, pour un pays moderne, ce n'est pas acceptable. Donc, il y a des choses à régler tout de suite. Et il faut le faire tout de suite. Je ne sais pas si je suis écrivain. Je suis plutôt un griffonneur. Parce qu'au départ, je n'étais pas censé écrire des livres. Hein. C'est quand je me suis retrouvé à une réunion importante de la Sorbonne, à Paris, avec le professeur Defoba, je le salue tout en passant, qui m'a dit un professeur savait écrire des livres. Il ne peut pas être un professeur titulaire de médecine et ne pas laisser quelque chose à la postérité. Un professeur qui n'écrit pas des livres est un analphabète. J'avais totalement choqué par ces mots. Je lui ai dit non, je ne lui laisserai pas me dire ça. Voilà comment je me suis jeté à l'eau. Mais vous pouvez me croire, les 2 premières pages pour les accoucher, mais c'était compliqué. Parce que tout le vocabulaire était enfoui derrière, il fallait le ramener à l'avant. Donc, et depuis là, le déclic s'est fait, et puis je continue à écrire des livres. Alors, l'enfant de Poto-Poto n'est pas le premier, c'est le deuxième livre. En fait, il aurait pu être le premier livre. Le premier livre, c'est du Carabin. Carabin, c'est là où je retrace ma vie d'étudiant, jusqu'à devenir jeune assistant, devenir patron de médecine. L'enfant de Poto-Poto retrace mon itinéraire personnel. Vous savez, moi, je suis à la limite ce qu'on peut appeler vulgairement public de la nation, encore que le mot n'est pas exact. Pourquoi? Parce que moi, j'ai perdu mon père quand j'avais 7 ans et demi. Et j'ai connu ce qu'on appelle le décrochage scolaire parce qu'il était devenu bandit puisque je n'avais plus de support. Personne ne pouvait payer des études, personne ne pouvait m'accompagner. Ça aurait été aujourd'hui, je serais peut-être devenu un Kounouna. Mais l'époque a fait que j'avais un grand frère, enfin, ça avait été un cousin germain, je ne dis pas communément, on dit grand frère, Colonel Broncana, qui avait été élevé par mon père. À l'époque, il était maréchal de logis à Jacob. Quand il vient à Brazzaville, il découvre que le petit frère que je suis n'allait pas à l'école. Il était devenu un enfant de docker. Donc c'est lui qui m'a pris par la main, m'a mené à Jacob. Jacob Madingou, le dimanche où j'ai fait le certificat de primaire avec le concours, pour venir à Cheminade. Donc je retrace un peu cette vie-là. En fait, ce livre témoigne d'une forme de résilience. C'est même un hymne à la persévérance, à ne pas abandonner. De dire que quel que soit d'où on vient, on peut se lever. Qui aurait pu croire que Jean-Bernard Nkwama, que je suis aujourd'hui, serait une voix écoutée à travers l'Afrique de la cancérologie. Ma voix fait autorité en Afrique. C'est pas en lui disant qu'on devient arrogant, non. C'est la vérité. Quand vous parlez d'un Nkwama en Afrique, on vous dit qui il est. Voilà. Et je préfère me limiter sur ce terrain-là que d'aller sur d'autres terrains. Vous savez, vous ne pouvez pas faire la médecine telle que moi j'ai eu à la faire dans les années 80, 90 et 2000. La médecine a changé. Aujourd'hui, on a des outils nouveaux. On a des outils numériques. On a l'intelligence artificielle. Le chat GPT, par exemple, est plus intelligent que moi, alors que j'ai eu à faire près de 25 ans d'études après le bac. Le Gemini est là plus intelligent que moi parce qu'il a des solutions. Pourquoi? Mais parce qu'avec le big data, on a compilé beaucoup d'informations. Donc, il y a la réponse immédiate. La réponse immédiate. Vous voyez? Donc, il faut que nous arrivions à la modernité pour faire avancer les choses. Je peux vous prendre un exemple. Demain, on n'aura plus besoin d'un médecin biologiste. On aura besoin des techniciens. Pourquoi? C'est parce que on prendra des lames, par exemple, qui sont colorées, qu'on mettra dans une machine, ça va matcher avec des milliards de lames à travers le monde, ou donnant le diagnostic.
C'est comme le métier de l'anatomie-pathologie. Demain, on n'aura plus besoin de deux pathologistes qui ne servent à rien. Donc, on va faire les emplois. D'abord, vous le voyez vous-même, même dans les banques. Grâce à l'IA, le métier de banquier est en train de disparaître. Vous allez dans les supermarchés, il n'y a même plus de jeunes dames aux caisses. Hein, vous venez avec vos emplettes, vous matchez, et on vous donne le prix, vous mettez votre carte, vous payez. Vous voyez? Même demain, l'argent liquide ne circulera plus. Mais si vous n'avez pas votre carte monétique ou carte bancaire, vous n'achèterez plus rien. Vous voyez? Donc le monde est en train de changer. C'est comme en médecine. La médecine est en train de changer profondément. D'abord, je suis en train d'écrire un livre. Quand vous êtes arrivé, vous voyez là-dessus. Réinventer l'Université du Congo. Là-dedans, vous trouverez également les affaires de la médecine. Mais demain, j'écrirai un livre, réinventer le système de santé du Congo parce qu'il est obsolète, il est caduc, il ne ressemble plus à rien du tout. Vous voyez, nos problèmes ne sont pas résolus. On est resté scotché aux idées des années 60. C'est-à-dire que les idées du professeur Bouamoué continuent à prédominer aujourd'hui alors que le monde a changé. Donc, nous qui sommes en bout de course, qui laissons la place aux jeunes, on n'a pas fait le nécessaire. On aurait dû faire le nécessaire. C'est pour ça que le médecin doit changer. Il faut qu'il se cultive. Le médecin ne doit pas être un analphabète. Ce n'est pas en soignant les gens où vous pensez que vous êtes un médecin. Non, non, non. Il faut qu'il se cultive. Il faut qu'il aille vers le monde. Le monde a changé. Hein, il faut qu'il lise, qu'il fasse un peu de philo, un peu d'épistémologie, il fasse un peu d'histoire, un peu de géographie. Il faut qu'il se cultive. Un médecin qui n'est pas cultivé, c'est un analphabète. D'abord, croire en soi. Ben, il faut avoir un peu de talent, avoir la niaque, un peu de gouaille, savoir parler vrai. Parler vrai ne veut pas dire insulter les gens ou critiquer les systèmes. Hein. Parler vrai, c'est remettre les choses à l'endroit. Vous savez, il y a un livre que je vais écrire également, le Scoop. Je crois qu'il est même déjà presque écrit. Et il s'appelle Capitulation. C'est-à-dire la démission des élites africaines face au chaos étatique. On a laissé en Afrique, dans le cadre de la krakistocratie, des gens qui ne sont pas méritants, à la limite des imposteurs et des médiocres, prendre le dessus et écraser les autres. Mais comme nous sommes beaucoup plus nombreux, la masse critique est importante, donc ils dominent les compétences. Et ça crée le délitement d'une société. Tant qu'on n'aura pas changé ça, croyez-moi, nous qui sommes des personnes âgées, nous partirons, on vous laissera un vide abyssal. Voilà. Donc, ce sont des réflexions, mais il faut que les gens comprennent cela. Et c'est votre rôle également d'accompagner ce mouvement. Moi, je passe mon temps à écrire des livres.